Pierre de cet exposé qui, je dirais, oscille ou bat entre ce que j'appellerais d'une part la dénonciation de l'effet Facebook de la littérature, c'est-à-dire ce moment où chacun se fait le mémorialiste de sa propre vie, dans ce qu'elle a de plus insignifiant, ça c'est ce que j'appelle l'effet Facebook, et d'autre part aussi cette définition, enfin qui n'en est pas une, cet espace de la littérature encore toujours à venir, que tu inscris sous l'angle du conditionnel, j'ajouterais quant à moi, également sous l'angle d'un temps qui a toute fin pratique complètement disparu, ne parlez pas de ça à vos étudiants, c'est-à-dire le futur antérieur. Et donc je me demande si dans cette perspective, on ne pourrait pas dire que la littérature encore à venir, et celle qui nous intéresse tous ici, c'est celle qui repose sur ce que j'appellerais un prophétisme sans vérification possible, c'est-à-dire un prophétisme qui se problématise lui-même pour faire advenir quelque chose qui serait de l'inouï. Et dans cette problématique-là, dans cette perspective-là, est-ce qu'il ne s'agirait pas de ce qu'on pourrait appeler une xénologie, si l'on rend au mot grec xénos son triple sens, que l'on oublie trop souvent. En effet, en grec, xénos veut dire bien sûr étranger, mais ça veut dire aussi hôte. Et hôte dans les deux sens, c'est-à-dire celui qui reçoit et celui qui est reçu, comme en français ou comme en anglais, par exemple. Et donc, est-ce que la littérature qui nous intéresse encore n'est pas cette xénologie, ou ce prophétisme problématisé? Oui. L'autre n'étant pas uniquement l'autre personne, bien sûr, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et je parlais du concept d'outlandish qu'on trouve chez Melville. C'est l'application de l'autre à l'ensemble du réel. Quoi. On est dans l'ailleurs, beaucoup plus que dans du même. Et on est d'autant plus dans l'ailleurs que les hypothèses de la physique actuelle nous font comprendre que notre monde n'a plus rien de proprement factuel. Où sont les faits dans la théorie des cordes, dans la théorie des particules élémentaires. Donc la factualité est de plus en plus suspecte, finalement, même par rapport à cette altérité qui est le monde dans lequel on baigne, et forcément donc face à autrui. Je préfère cette notion de l'ailleurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans le concept du post-exotisme, à celle d'altérité comme telle, qui a été mise à toutes les sauces, pour décrire ce rapport au tout autre, que Philippe évoquait dans sa propre présentation, et qui échappe à toute forme de dialectique entre le même et l'autre. Donc, effectivement, oui, quelque chose qui est de l'ordre, non pas d'un retour qui est toujours sur soi, comme dans l'autofiction, dans les mémoires, dans les témoignages de soi, ou de ses proches, ou de sa famille, de tout ce qui reflète encore une fois l'identitaire au sens large, mais quelque chose comme un affrontement à l'autre et une confrontation, mais au sens presque de la comparaison, de la comparution avec l'autre, rendre commensurable l'incommensurable, se mesurer à quelque chose qui est du tout autre, de la démesure. Il me semble que c'est quelque chose qui est présent tout de même dans beaucoup d'œuvres littéraires d'aujourd'hui, peut-être en minorité dans l'espace éditorial en France et au Québec, mais qui est quand même là. Cette idée de la démesure, les collègues qui vivent ici, on la retrouve par exemple dans l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu, que tu connais bien quand même, Jean-Pierre, et de beaucoup d'autres jeunes auteurs, je pense par exemple à Hervé Bouchard. Donc cette volonté, non plus d'abdiquer devant, parce qu'il y a quelque chose comme une abdication, une démission, dans beaucoup de discours qu'on tient, nous, à la fois comme enseignants, comme critiques, théoriciens de la littérature, comme écrivains, une forme de démission. Et pourtant, il y a une volonté d'embrasser large chez beaucoup d'auteurs. Et embrasser large, ça ne veut pas dire conquérir, ça ne veut pas dire s'accaparer d'un territoire, c'est au contraire s'égarer. Pour en revenir à Victor Lévy-Beaulieu, qui a écrit une très belle autobiographie, qui n'en est pas une, il l'a appelée Bibi, Bibi c'est soi, et il a situé le lieu d'énonciation en Afrique, où il n'est jamais allé. Il ne connaît pas l'Afrique du tout, il a situé son personnage narrateur là-bas. Et il parle vraiment de lui comme s'il relevait d'une sorte de mythe
vu du point de vue d'un Africain, qui regarde ce qu'a pu être la mythologie canadienne-française au moment de la fondation du pays, et puis de son évolution jusqu'au deuil qu'on doit faire du pays que Victor Lévy-Beaulieu attend depuis longtemps, qui serait celui du Québec. Donc il y a une sorte de, comment je pourrais appeler ça, je ne veux pas dire de remythologisation, parce que ce serait, encore une fois, évoquer l'idée de retour, mais puisque tu parles dans ton propre livre d'une vision anthropologique de la littérature, il y a une volonté de redonner à la parole littéraire sur ce territoire quelque chose qu'avait le mythe pour les Amérindiens, le rite, si vous voulez, toutes ces formes de paroles qui portaient sur un plan symbolique à la fois la mémoire ancestrale et le destin, le destin, non pas la destinée, mais plutôt la moira au sens des Grecs, c'est-à-dire quelque chose qui est aléatoire. Donc on ne peut pas prédire vraiment ce qu'elle sera, ce qu'il sera. Donc il me semble en tout cas que cette vision chez beaucoup d'auteurs, je la sens même en France, chez des gens que je cite souvent comme Novarina, comme Alain Fleischer, je ne sais pas si vous avez lu, il y a deux livres qu'il faut lire de lui, il y a Almazara, qui est le livre, je pense, de cet enthousiasme, un personnage qui a vécu la Shoah et qui ne vieillit pas, qui n'est plus dans l'histoire, plus ou moins, vous connaissez peut-être ce livre, qui change de nom de A à Z, mais qui demeure toujours allemand, et qui a vécu donc la Shoah sans du tout vieillir, comme si l'histoire n'était pas passée sur elle, sur son dos. Et lisez ce livre pour voir justement la structuration du temps face à l'événement qu'a été donc la catastrophe. Et il y a un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Effondrement, et qui est l'exact inverse, enfin le contraire un peu d'Almazara, c'est-à-dire l'effondrement du temps. Il utilise la métaphore de l'art contemporain pour montrer comment, effectivement, il y a aujourd'hui cet écrasement du temps sur lui-même. Et donc, deux façons, à la fois tourner vers la fata, la fée Morgane, qui est le personnage d'Almazara, et vers le fatum, c'est-à-dire la tragédie, l'eschatologie, deux façons de voir le blocage dans lequel le temps historique nous a conduits, de sorte qu'il faut peut-être le réaménager autrement, grâce au recours à ce conditionnel porté par la fiction, et la fiction littéraire en particulier. Voilà, c'est un peu, en résumé, ce que j'ai tenté de faire dans ce petit bout de texte que je vous ai dit, qui est bien sûr beaucoup plus long. Je voudrais juste, avant de vous passer la parole, et puisque Pierre évoquait le grand fantôme blanc de Moby Dick, dire à nos collègues français et italiens qu'il y a actuellement au théâtre une représentation de Moby Dick qui est assez étonnante, que j'ai vue hier et que je vous recommande, parce que c'est un tour de force, à mon avis, réussi. Bon, alors, quelles sont est-ce qu'il y a des questions, Didier? Oui, merci. J'ai écouté très passionnément les deux communications et d'allocutions, ce qui est encore mieux, et qui ne se situe pas dans le même rythme discursif. Et ce qui est très intéressant parce qu'il y a une espèce de décalage significatif. Mais ce qui m'a frappé, les repérages lexicaux, même, on pourrait dire dans la syntaxe de l'argumentation, c'est que constamment, et ça c'est très très général, pas propre à ce lieu, à cette circonstance, on parle d'acte, c'est que par glissement insensible, par superposition insensible, on dit littérature roman, littérature récit. Et la question brutale je ne cesse de me poser, pas depuis hier, mais depuis trentaine d'années, et serait la suivante, justement, pour penser à la possibilité d'un acte littéraire aujourd'hui où
de demain à hier, bon, le futur antérieur, ça fait très plaisir parce que dans une postface manifeste à mon deuxième roman, je disais que le futur antérieur était le temps de la littérature, en 1967. On se rejoint. C'est un effet générationnel. Bon. Est-ce que ce dont nous n'avons pas besoin le plus maintenant pour penser la possibilité de peu importe quoi littéraire, du champ littéraire, la nécessité du champ littéraire, est-ce que ce n'est pas essentiellement ce que j'appelle une critique du récit? Critique du récit, c'est le titre que j'ai donné à un des volumes de poésie qui est paru en partie dans la revue Poésie, mais qui est en attente de publication en volume. Est-ce que l'on ne pourrait pas penser différemment ensemble des questions qui nous réunissent et qui sont cruciales? Je voudrais encore avec Philippe Larosse la question de la transmission et de la nécessité de l'anthropologie, mais si l'on pense à la pluralité des discours, au sens des genres de discours que sont le narratif, l'argumentatif, le lyrique, l'injonctif, etc. Si on pense dans la pluralité des discours à ce sens-là, que le récit est ce à quoi nous nous soumettons. Est-ce qu'il n'y a pas là la possibilité, il n'y a pas d'une révolution qui serait dans le récit, mais d'une résistance qui serait qui exprimait une volonté de résidence, la recherche d'un habité. Et là, il y a quelque chose dans lequel j'ai inscrit la communication que je donnerai samedi, qui relève de j'appelle cosmopolitisme expérimental dans notre intervention, je ferai ultérieurement donc quelque chose qui se pense comme non pas pris dans une temporalité ici, mais dans une colocation. Un être là toujours comme un ailleurs. Donc mon point, c'est un petit peu distendu parce que j'essaye de penser cela. Est-ce qu'il est possible de repenser véritablement les questions qui nous occupent et qui, on va dire, nous tourmentent, finalement, sont des intensités qui sont très très positives ici, sans se poser la question d'une critique du récit? Si tu peux répondre d'abord, parce qu'il me semble qu'il y a très peu de récits purs, c'est-à-dire qu'il ne se résume qu'à une structure narrative. On parlait de boutique tantôt, juste un boutique et un lyrisme. Il y a de l'argumentation, il y a même un savoir, etc. Il y a de la philosophie, il y a de l'anthropologie. Et je sais pas, Henri Dofterdingen, de Novalis, pour moi, c'est un sommet du récit, du roman, dans la mesure précisément où il emboîte l'un dans l'autre tous ces genres littéraires. Effectivement, moi je rejette l'appellation récit quand c'est pour simplement démarquer de l'ensemble de la littérature ce qui relèverait uniquement d'un rapport factuel. Annie Ernaux peut-être fait des récits, en effet. Mais il me semble en tout cas que la grande littérature romanaise, ou même ceux qui s'identifient comme récit, Blanchot a toujours refusé l'appellation roman, mais il utilisait récit pour l'arrêt de bord, etc. C'est beaucoup plus qu'une simple narration. On est d'accord avec ça, Thomas l'Obscur ou l'arrêt de bord sont bien davantage. Ce sont des récitatifs plutôt. J'aime beaucoup le mot récit parce qu'il donne aussi naissance à récitation, récitatif. Donc quelque chose dans quoi la vocalité est prise en compte, la tonalité, pas au sens peut-être de Catèche, mais au sens
quelque chose qui a un tonus, qui a un ton. Alors, moi, j'ai pas trop de problème avec le passage comme ça d'un terme générique à l'autre pour décrire ce qu'on appelle littérature, parce que j'ai l'impression que chaque chose inclut aussi les autres. Le poème est très souvent narratif, chez un nombre important d'auteurs, en particulier ici en Amérique, davantage qu'en France. Et moi, le roman m'apparaît très souvent argumentatif. Hein. C'est la raison pour laquelle on lit encore les grands textes de Malraux, de Camus, de Sartre, de l'argumentation. C'était des anciens récits qui ont un peu vieilli sur le plan narratif et qui demeurent actuels sur le plan de la pensée qui est en jeu. Donc je ne sais pas, peut-être, je veux bien moi qu'on fasse une grande critique de la notion de récit, mais il faudrait l'appliquer à ce qui est purement, qui est une épure liée au compte-rendu factuel des choses. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a autre chose que du récit aussi chez Flaubert, bien sûr, entre autres. Je répondrai par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire le point qui me paraît véritablement important, et d'ailleurs de nombreux textes de philo aujourd'hui en rendent compte, c'est ce que j'appellerais le statut de l'accident. C'est-à-dire, il me semble que le véritable problème est de savoir, et ça c'est quelque chose, et j'en remercie Pierre, constamment il a insisté sur le statut au fond de la temporalité comme émergence d'une discontinuité de ce qu'en notre temps, pour faire plaisir à monsieur, on renverrait à Deleuze et à la troisième synthèse du temps. C'est-à-dire, il me semble que le problème qu'évoquait constamment Pierre dans son intervention était celui d'un temps qui n'est précisément pas un temps de la dialectique historique, c'est-à-dire un temps de l'émergence d'une discontinuité comme facteur de création. Bon, c'est une discontinuité fondamentale parce qu'elle est la condition même de l'appel. Hein? Il ne peut y avoir présence du tiers s'il y a un discours argumentatif continu. C'est aussi un élément fondamental de ce qu'en d'autres temps, on appelait le temps pur, c'est-à-dire celui d'une événementialité qui n'est pas concaténée dans une perspective de continuité néo-aristotélicienne et au fond néo-hegelienne. Il me semble au fond que l'intérêt vraiment, enfin l'intérêt, je parle jugement de ce que tu disais, mais ce que je retire comme essentiel, c'est la manière dont je suppose, en tant que romancier, en tant que créateur, il doit tenir compte de ce mode d'émergence de l'inattendu comme étant l'événement qui structure un récit, qu'il soit fictionnel, qu'il soit poétique, etc., comme étant le temps de l'appel et de l'ouverture, le temps de la surprise. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, moi, qui me paraît très important, sortir au fond, et là encore, c'est une dénonciation a posteriori, mais c'est pas la peine de voler après la victoire, c'est une dénonciation de l'idée de configuration comme triomphe de la concordance sur la discordance. Je crois au fond qu'il existe une ontologie de l'accident. Hein. Il existe un souci de soi lié à l'accident comme étant ce qui fait émerger un élément de discontinuité qui est aussi une politique de l'accueil. Hein. Bonnefoy disait, il faut l'imperfection du poème pour qu'il y ait précisément appel. Il faut accepter une forme d'imperfection, c'est-à-dire donc d'accident, pour arriver à ce type de relation aujourd'hui et pour penser la relation. Ça, moi, c'est quelque chose qui me paraît important. C'est l'opposition classique entre Chronos et Kairos. Hein. Exactement. Surgit de manière inopinée. Développé par Pierre par une phrase en fait qui apparaît dans ton exposé, on n'écrit plus, on témoigne. Et ça semblait en fond structurer presque une certaine ligne de partage entre deux types de corpus. Et je sais pas, c'est parce que tu as parlé d'arbitre dans ton communication, mais je pensais dans le fond à un texte qui est celui de Toussaint, que tu as évoqué par ailleurs, La mélancolie de Zidane. Il me semble par ailleurs problématiser un peu cette ligne de facture-là que tu évoquais, parce qu'on a ici un retour sur une archive qui n'est pas de factualité, parce que Toussaint était dans le stade et c'est bien passé à ce moment-là. L'événement ici a coïncidé avec l'archive visuelle. C'est ça qui a créé l'événement. Et il me semble qu'il y a un jeu, effectivement, si on reste dans l'espèce de legs
benjaminien, gabenien, gestion messianique des archives. L'archive, finalement, n'est plus forcément ici au service du témoignage. On a affaire à une écriture qui dynamite, dans le fond, l'effet de factualité propre au témoignage, mais qui le déconstruit complètement, parce qu'à la fin, ça se termine, si tu t'en souviens, une espèce de parodie du paradoxe idéatique. La tête ne touchera jamais la poitrine, parce que ça va toujours se réduire comme ça. Donc, l'archive demeure messianique en tant qu'elle ne soit pas bouclée, justement, en tant qu'il demeure un espace interstitiel qui permet de la réinventer, de la réécrire, de la transformer. Je me demandais, dans le fond, si ce genre de texte-là ne problématisait pas un peu l'opposition que tu faisais entre l'écriture d'un côté, le témoignage de l'autre. Parce qu'il me semble y avoir depuis 30 ans quand même pas mal de symptômes d'écriture qui cherchent à dynamiter le témoignage de l'intérieur, au moment où, comme tu l'as dit, la factualité est à la fois extrêmement prégnante, contraignante, et à la fois extrêmement diaphane, évanescente. Je ne sais plus c'est quoi le factuel, mais la littérature se rend à des raisonnements factuels constants. Et vous aurez tous compris que je vise une certaine forme de témoignage. J'imagine qu'Alexandre tout à l'heure va en reparler, et je suis tout à fait d'accord avec les propositions qui sont les siennes sur la nécessité de témoigner, notamment d'événements comme le Shoah, par exemple. C'est de l'usage qu'on fait aujourd'hui dans la médiatisation de la littérature de ce concept de témoignage, où je sais pas, une jeune femme qui a été escorte raconte qu'elle a écrit un roman pour témoigner du statut des escortes aujourd'hui dans le monde contemporain, ou un tel qui est un cadet qui a eu l'expérience des drogues dures et qui témoigne de son... Donc le mot témoignage est utilisé à toutes les choses, et j'ai bien dit, on témoigne de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que finalement, ce n'est plus la prise de parole qui compte, mais le fait qui la sous-tend et qui la justifie. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès de ce type d'œuvre soi-disant littéraire ou romanesque, c'est le fait qu'elle relève d'une expérience vécue, c'est-à-dire qu'il y a des faits derrière. S'il n'y avait pas les faits derrière, on y porterait guère attention. C'est le statut de témoin de l'énonciateur, de l'auteur ou du narrateur, qui confère une quelconque qualité à ces œuvres-là et qui leur donne une visibilité beaucoup plus grande. Ça va de l'autofiction à la chronique, etc. Donc, bien sûr, tout écrivain est une forme de témoin, ce genre de... Mais un témoin particulier, parce que, effectivement, contrairement à l'historiographe, ou contrairement à un témoignage qui se fait dans un contexte non fictionnel, ce qui compte, c'est moins le rapport qu'il entreprend de faire de faits vécus, que la manière dont il les fait ressentir et dont il les ressent lui-même, c'est-à-dire la façon dont il s'intègre totalement dans la réalité dont il parle, comme fait un peu Toussaint, en se mettant un peu à la place de Zidane. Il est dans le comme si, finalement, toujours, il assume son geste fictionnel, il ne fait pas semblant de simplement rapporter quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité, il est porteur de sens, mais pas au sens d'une signification, mais au sens du sens, de quelque chose qui est presque un terme de masse. Donc il fait surgir du sens. Et là, effectivement, oui, il ne reste pas uniquement un voyeur, épieur, rapportant les faits, il les fait éprouver, il les teste. Il ne fait pas que les attester. Il les met à l'épreuve, il s'y met à l'épreuve lui-même, etc. Voilà, donc ce sens-là du mot témoignage me convient totalement. Je revendique, y compris dans mon propre travail. J'ai un livre qui s'appelle Testament qui travaille précisément sur cette fonction testimoniale. Mais je trouve qu'on abuse beaucoup dans le monde éditorial aujourd'hui de cette notion de témoin et de témoignage. Et ça me choque un peu. C'est toujours au détriment de cette imagination qu'évoquait Beckett, l'imagination morte, imaginée. Donc, toujours au détriment de la fiction. Juste une petite remarque, qui va tout à fait dans ton sens, en essayant d'y ajouter quelque chose. Je me demande depuis fort longtemps si le témoignage, le geste ou la prétention, même la fiction du témoignage n'a pas une fonction le plus souvent diamétralement opposée à ce qu'elle prétend, c'est-à-dire si le témoignage ne sert pas à oublier, à archiver la mémoire vive de telle façon qu'on puisse la mettre de côté, c'est là.
Et en pensant, ça me fait penser à l'œuvre de Victor Hugo. Je crois que le seul livre de Victor Hugo que plus personne ne lit, qui soit complètement disparu, c'est celui qui s'appelle Chose vue. Oui, oui. Personne n'en fait ça. Alors, en fait, faire une petite pause avant de laisser la parole.